C'est avec nous ce matin Mansour Kamardine qui est avec nous, qui s'est déplacé depuis Sada pour cette émission. Merci d'être avec nous ce matin, monsieur le député. D'abord un mot justement sur Mayotte qui est suspendu à la trajectoire de la tempête tropicale Kenneth. La nuit a été plutôt calme malgré la période orageuse, mais Kenneth passera au plus près de Mayotte à la mi-journée. Est-ce que selon vous, Mayotte fera face ou est-ce que vous craignez une catastrophe? En tout cas, il faut pas la souhaiter. D'abord, je dirais que, curieusement, je revois en image ce qui s'est passé en 1984 avec Kamissi. Jeune maire de Sada à l'époque, 23 ans. Nous sommes confrontés, 24 ans, nous sommes confrontés au cyclone Kamissi. Il faisait très chaud. Il faisait un calme, il régnait un calme olympien, si je puis dire. Pas de vent, ni rien. Les anciens, quand la météo annonçait que le cyclone risquait de venir, n'y croyaient pas. Certains sont même allés au bord de l'eau, prendre l'eau dans la main et la sentir. Parce que c'est des phénomènes qui leur permettent de savoir s'il y a un cyclone ou pas. Et ils disaient non, il n'y a pas de cyclone. Et à l'époque, les habitations étaient très fragiles, étaient sommaires. Des bangas en torchis, des cases en raffia ou en terre battue, avec des toits en cocotier, en feuilles de coco. Quelques rares maisons en dur. Et le cyclone est arrivé, il a tout dévasté. C'est des vents à plus de 150 km/h, je crois, avait tout dévasté et la quasi-totalité des villages de Mayotte était à genoux. Et depuis une semaine, j'ai senti cette chaleur, je me disais, et c'était en avril, c'était, je crois, le 10 avril. Le 10 avril, et je me disais, nous sommes en avril, curieusement, je ressens les phénomènes de 1984 parce que ça marque quand même. Et j'ai senti ça un peu depuis quelques jours et quand la météo annonçait qu'il y avait un risque cyclonique, pour ma part, ça ne m'étonnait pas. Donc aujourd'hui, on peut formuler le vœu, en tout cas le souhait le plus profond, le plus ardent, que ce qui s'est passé en 1984 ne se reproduise pas ici, parce qu'aujourd'hui, la situation, à mon avis, est encore beaucoup plus délicate que ce qu'elle était en 1984, avec tous ces taudis, ces bangas qu'on rencontre un peu partout sur les collines perchées. Et quand on a vu ce qui s'est passé il y a un an à peu près, ou un peu plus d'un an, dans la commune de Koungou, avec les glissements de terrain qui ont fait plusieurs morts, plusieurs victimes, je crois qu'il faut vraiment espérer qu'on ne soit pas là. Et puis, d'ailleurs, je note toujours dans les similitudes, il n'y avait pas beaucoup de pluie. Cette nuit, il a plu, mais sans plus. Quelques grondements de tonnerre qu'on a entendus également ici ou là. Et donc, voilà, moi, ce que je veux simplement, c'est dire à l'ensemble de la population mon affection, demander aux populations de rester toujours à l'écoute des radios et des médias, de suivre les consignes qui leur sont données par les autorités, de ne pas sortir. De ne pas sortir. Je vous avoue que si j'ai pris le parti de venir jusqu'à vous, c'était aussi pour adresser ce message aux populations de Mayotte, de rester à la maison, de ne sortir que si vraiment il y a un besoin, parce que si la météo nous annonce des vents, c'est que c'est sérieux. Donc il ne faut pas sous-estimer ça, il ne faut pas se laisser dans ce calme trompeur que nous avons connu jusque-là. Alors, cette tempête a été précédée de 2 visites ministérielles. La visite du ministre de l'Intérieur, suivie de la visite de la ministre des Outre-mer. En tant que député de Mayotte, quel bilan d'abord est-ce que vous tirez de ces visites? Visite de 3 jours, c'est quand même assez exceptionnel. Et puis, des visites qui sont suivies. Oui. Alors, il y en a eu une autre aussi précédemment, notamment du directeur général de la lutte contre
contre la faim, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, et les exclusions, contre la pauvreté. Je crois que toutes ces visites ont un point commun, c'est qu'elles sont destinées à préparer la visite du président de la République annoncée au mois de juin. Donc, en elles-mêmes, je dirais pour ceux qui connaissent un petit peu, on ne s'attendait pas à grand-chose. Et il n'y a pas eu grand-chose. Mis à part M. Castaner, Castaner qui a annoncé éventuellement l'arrivée d'un ou deux intercepteurs de plus. Globalement, je pense qu'ils sont venus faire le point pour aller suggérer au président de la République des éléments de langage et de discours. Donc, moi, je dirais que j'attends plus pour voir ce que dira le président de la République. En revanche, si vous m'autorisez 2 mots, j'ai été extrêmement déçu par les propos tenus par la ministre de l'Outre-mer, ici ou là, notamment en 3 points. Lorsque nous avons eu la réunion de travail avec les élus, elle me reprochait de lui remettre ma proposition de loi et de suggérer un certain nombre de mesures, notamment que j'ai mentionné dans ma proposition de loi de programme. Un document que vous lui avez remis en lui suggérant de remettre au président. Et il disait, si tout ça a été fait par les gouvernements précédents, on ne serait pas là. Je trouvais cette réplique un peu petite, un peu lamentable, parce que la ministre de l'Outre-mer a oublié, qu'elle était ministre depuis plusieurs années, puisqu'elle était ministre sous le gouvernement de François Hollande, que François Hollande a pris un certain nombre de promesses à l'endroit des Mayotte, non pas en tant que candidat, mais en tant que président de la République. Parmi celles-ci, il y a la question de l'égalité salariale. Elle disait que le SMIC, c'était au mois d'août 2014, le SMIC sera aligné, le SMIC à Mayotte sera aligné sur le SMIC des métropoles. On est encore loin de la situation et j'attendais pour un ministre qui avait été de ce gouvernement, donc solidaire de ce gouvernement, solidaire du président de la République, de reconnaître qu'au moins sur ce point-là, il y avait des retards et qu'on allait mettre les bouchées doubles pour réaliser cette promesse et tant d'autres. Le deuxième regret que j'ai eu, ou la déception que j'ai pu observer, c'est quand à l'issue de la conférence de presse, elle déclare qu'en gros, elle avait tout essayé sur l'immigration. Et on voit d'ailleurs aujourd'hui sur les réseaux sociaux comoriens, tout le monde est content. Et moi, je voulais lui dire que non, Madame la Ministre, tout n'a pas été essayé et je ne crois pas que ce soit une très grande politique d'affirmer une défaite avant même d'engager la bataille. Moi, je souhaite vraiment que tout soit fait et que, parce que tout n'a pas été encore fait, il y a encore un certain nombre de choses à faire. Il y a le renforcement des intercepteurs, mais il y a aussi probablement le propositionnement de nos forces, notamment sur l'îlot de Mzamboro. La gendarmerie maritime, qu'est-ce qu'elle fait à à Dzaoudzi? Elle aurait pu aller installer à Mzamboro. Il y a aussi les drones qu'on nous avait promis qui ne sont pas là, des promesses là encore qui étaient prises qui ne sont pas là. Et enfin, elle vient expliquer hier dans une radio concurrente que pour elle, la piste longue n'était pas une priorité. Là encore, quelle surprise! Je pensais, mais avec ma grande naïveté, que lorsqu'on est ministre, on n'est pas au service de ses propres priorités, mais au service des priorités des autres, notamment des personnes dont on a la charge. Et les priorités pour Mayotte, elles sont bel et bien sur la piste longue. Et aussi longtemps que cette piste ne sera pas décidée, réalisée, eh bien les Mahorais ne se sentiront pas pleinement engagés dans l'action du gouvernement, lequel gouvernement accepte de financer le même projet à Rodrigue, une île mauricienne, donc étrangère, de 20 000 habitants, quand elle refuse à une population de 265 000 habitants. Et donc, vous voyez que ces déclarations et ces prises de position sont en décalage avec les intérêts supérieurs de Mayotte. Et donc, je ne peux qu'exprimer une
profonde déception. Alors, une proposition de loi-programme que vous avez donc remis à Madame la ministre pour le président de la République. C'est une loi de programme que vous avez déjà relayée ici et là devant la presse, devant également certains élus. Hier, le sénateur Tani, qui était ici, disait qu'il n'était pas contre le fonds. Le fonds était effectivement des projets que défendait l'ensemble des Mahorais, mais que la méthode n'était peut-être pas la bonne, selon lui, qui demande plus de concertation et ne pas se retrouver face aux mêmes problèmes vécus avec le toilettage institutionnel qui a été commencé par d'autres élus, présenté avec d'autres élus et qui finalement est porté et très critiqué parce que la population ne serait pas associée, etc. Donc, c'est ce qu'il disait, OK pour le fond, mais la méthode, il faut peut-être le travailler ensemble. Ah ben écoutez, je ne suis que demandeur. Premièrement, je crois que mon collègue et ami Tani est très mal placé pour me faire cette leçon. Il a présenté une proposition de loi de toilettage institutionnel que nous avons découvert à la presse. Qui a été quand même porté d'abord par Ibrahim Aboubakar, ensuite par le conseil départemental. Donc c'était pas... Ça c'est vous qui le dites, ce n'est pas la lecture que j'ai. Le toilettage institutionnel a été effectivement décidé dans une ligne que j'ai relue encore hier soir avant de venir ce matin, a été décidé dans le document Mayotte 2025. Qui a été décidé, là aussi octroyé par le gouvernement en 2015. Ensuite, effectivement, à l'époque, c'était la bande Ibrahim Aboubakar, Daniel Zaidani, lui-même Tani, qui ont fait tout ça. Et aujourd'hui, tout le monde un petit peu s'en écarte parce qu'ils ont senti que les choses ne sont pas ce que probablement ce qu'ils souhaitaient les uns les autres. Toujours est-il que lorsque Tani Mohamed a décidé cette proposition de loi, il n'avait consulté personne, en tout cas pas moi. Et j'observe d'ailleurs au passage que, par exemple, son collègue Hassani Abdallah ne l'a pas co-signé. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui a été décidé soit ailleurs, soit par lui-même seul. Donc je ne pense pas qu'il soit à même de le mieux indiqué pour me donner des leçons sur ce sujet-là. Alors, comment en revanche, en ce qui me concerne, j'ai donné la proposition à la ministre de l'Outre-mer. En même temps, je le donnais à nos 3 parlementaires et à la quasi-totalité des élus de ce territoire. Donc aujourd'hui, je suis à même d'affirmer que, à défaut de la totalité des maires, mais une bonne partie des maires, même des responsables politiques, ont été rendus destinataires de la proposition. Et je leur demande de me faire des observations, de contre-propositions, de telle manière à ce que je puisse l'enrichir. Et donc, on ne peut pas me faire le procès de ne pas consulter. La deuxième chose, j'ai décidé également de rencontrer les responsables politiques divers, notamment des partis politiques, pour en parler. J'ai décidé d'organiser une réunion de concertation dans les jours qui viennent, probablement tout au long du mois de Ramadan, pour évoquer la question et enrichir la proposition. Et donc, je consulte, j'entends ses observations, mais j'étais déjà décidé à le faire comme je lui ai soumis la proposition. Je sais également que parmi mes collègues parlementaires, il y en a certains qui ont même déjà donné autour d'eux, dans leurs alentours, la proposition de loi pour enrichir le débat. Et en tout cas, je suis tout à fait preneur de l'ensemble des observations. Je ne suis pas fermé, bien au contraire. Merci beaucoup, Mansour Kamardine, d'avoir été l'invité de